Val-de-Loire en direct se poursuit lors de votre JT présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. C'est un beau soleil qui est attendu tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures en hausse, minimale 8 degrés, maximale 15 degrés. Demain après-midi, à la une, la colère de la communauté musulmane. Elle alerte à nouveau les pouvoirs publics sur le manque de place dans les cimetières de la métropole tourangelle pour les défunts musulmans. Et d'ailleurs, où en est le projet de création d'un cimetière métropolitain doté d'un grand carré musulman? La réponse dans cette édition du JT. L'église de Saint-Nicolas de Bourgueil, de nouveau ouverte au public après une tornade qui avait arraché son clocher il y a 4 ans. L'édifice a été reconstruit. Une bonne nouvelle pour les habitants du secteur venus en nombre assister ce week-end à son inauguration. Enfin, c'est la première en Indre-et-Loire. Une maison de santé pluridisciplinaire universitaire vient d'être lancée à Amboise. L'idée, c'est d'accueillir de futurs médecins encore en formation pour leur donner envie d'exercer ensuite dans le secteur. Reportage dans les prochaines minutes. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir. Comment retrouver le chemin de l'emploi quand on a vécu à la rue? On se posera la question avec Mégane Faria, job coach au sein d'un chez soi d'abord 37 qui sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, cette interrogation, Hélène, y a-t-il assez de place réservée aux carrés musulmans dans nos cimetières? Le Conseil d'Indre-et-Loire du culte musulman alerte sur les problèmes rencontrés par des familles en deuil qui ne trouvent pas de lieu où inhumer leurs proches selon leur rite. La solution pourrait passer par la création d'un cimetière musulman métropolitain, un projet qui ne date pas d'hier. Arnaud Potier. C'est une attente interminable pour les familles en deuil. Dans la métropole de Tours, les carrés musulmans arrivent à saturation. Conséquence directe, il faut parfois attendre jusqu'à 3 semaines pour pouvoir inhumer un défunt. Une situation jugée inacceptable par Mohamed Abachri, le président du conseil départemental du culte musulman. La ville de Tours, qui est une des plus grosses villes de la métropole, il n'y a plus de place depuis quelques années maintenant. Et donc les personnes qui décèdent à Tours et qui habitent à Tours sont amenées à aller faire le tour dans les différentes municipalités pour demander des dérogations. Et cela devient vraiment insupportable, c'est vraiment très dur, très difficile à vivre. Seule exception ou presque, le cimetière de Saint-Pierre-des-Corps. Ici, il reste encore quelques places et les rites sont scrupuleusement respectés. Orientation vers la Mecque et inhumation en pleine terre dans un espace dédié. Mais ailleurs, c'est l'impasse. Entre aujourd'hui et justement l'aboutissement du projet du cimetière métropolitain, on aimerait une alternative concrète avec des créations de carrés confessionnels dans les principales villes de la métropole. Au moins, on sait que c'est pour une durée limitée, ça peut absorber en attendant et organiser une sorte de roulement entre les mairies pour les dérogations. Si une extension d'intérêt métropolitain du cimetière de Saint-Pierre-des-Corps a bien été annoncée, sa création se fait attendre. La métropole assure mettre tout en œuvre pour aménager de nouveaux espaces, mais elle n'a pas cette compétence. C'est au maire de la commune de faire la demande d'aide. C'est chaque collectivité, chaque mairie qui a sa compétence et son maire qui doit gérer ses cimetières. Donc du coup, on est resté sur l'idée d'un intérêt métropolitain, mais aussi, parce qu'on sait que c'est un dossier qui sera très long, mais aussi d'aider les autres communes qui ont déjà des cimetières avec des carrés confessionnels ou des communes qui n'en ont pas, de les aider à étendre leurs carrés confessionnels ou d'en créer par des fonds de concours. Il faudra encore quelques années avant de voir sortir de terre le cimetière de Saint-Pierre-des-Corps. En attendant, la métropole propose des extensions des carrés confessionnels. Le cimetière de Joué-les-Tours est à l'étude pour une extension courant 2026. Les faits remontent au 19 juin 2021. Des rafales de vent inédits frappent le secteur de Saint-Nicolas de Bourgueil, arrachant une partie du clocher de l'église. Un événement climatique inattendu qui fait désormais partie du passé. Ce week-end, le monument a rouvert ses portes après de longs mois de travaux. Une inauguration suivie par de nombreux riverains et par notre journaliste Romain Delville. Regardez. 4 ans et demi après la tornade qui a touché, traumatisé Saint-Nicolas de Bourgueil et détruit son église, l'édifice rouvre un samedi 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Un beau symbole pour les habitants et une page qui se tourne pour le village.
On gardera ça en mémoire. Du coup, la tornade, ça a quand même été un événement phénoménal, quoi, en fait, au sein du village. Et c'est vrai que du coup, le fait que l'église soit reconstruite déjà, ça va faire revivre un petit peu la commune, donc ça va faire du bien. On va plus en parler, après, ça sera toujours dans les esprits, mais au moins, c'est la vie qui reprend. Il y aura des mariages qui pourront pouvoir se refaire, des enterrements, tout. Moi, j'ai été baptisé là, ici, donc c'est plein de souvenirs ici, une église dans un village. Chose promise par le maire, chose due. C'est Odette Bertignol qui ouvre et qui ferme l'édifice depuis plus de 40 ans, qui symboliquement a rouvert l'église de Saint-Nicolas. Un moment empli d'émotions pour la nonagénaire. Oh, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Depuis le temps que je l'ouvre, la porte. Au total, les dégâts de la tornade sont estimés à 12 millions d'euros. Rien que pour la reconstruction de l'église, 2 millions d'euros ont été nécessaires. C'était quelque chose qui manquait dans le paysage. Et donc là, symboliquement, on a vu l'importance en fin de compte de ce clocher, de cette église. La première fois, lorsqu'on a été remettre le coq en or tout en haut du clocher. Et là, je me suis dit, non mais c'est voilà, on est tous main dans la main. Et donc là, c'était la preuve encore aujourd'hui, avec toute la population qui est venue. Je leur en dis merci, mais c'est eux qui témoignent en fin de compte du boulot qu'on a pu fournir avec l'ensemble des membres du conseil municipal. Pour conclure l'inauguration et la réouverture, un concert de gospel a été donné. Une belle manière de mêler le spirituel et l'esprit de fête. On connaissait déjà les maisons de santé pluridisciplinaires. Coup de projecteur à présent dans ce journal sur les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. Il s'agit de structures qui regroupent des enseignants en médecine générale et des étudiants en 2e ou 3e cycle. L'une d'entre elles vient d'ouvrir à Amboise, une première en Indre-et-Loire. Alors est-ce une nouvelle solution face à la désertification médicale? On tente d'y voir plus clair dans ce reportage de Gabriel Ziard. Comment mieux former les futurs médecins à Amboise? C'est précisément l'objectif de la nouvelle initiative lancée par la maison de santé pluridisciplinaire de la ville. Un dispositif conçu pour renforcer la formation des étudiants, mais aussi un moyen d'inciter les futurs médecins à s'installer durablement sur le territoire. Les dernières études montrent que l'accueil de stagiaires montre qu'il y a une meilleure démographie quelques années plus tard, puisqu'ils viennent s'installer sur le territoire. Donc, en tout cas, c'est un des leviers, pas le seul, mais qui permet d'améliorer l'attractivité sur un territoire donné. Une douzaine d'étudiants en médecine se relaient chaque année depuis 2013 dans les différents sites que compte cette maison de santé. Avec cette labellisation, les professionnels espèrent en accueillir davantage. Une offre de soins élargie donc, afin d'accueillir au mieux les quelques 13 000 patients que compte le secteur. Ça nous permet d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'accueil des étudiants, c'est quelque chose que nous avions déjà avant la MSPU, mais le fait d'être labellisé nous permet d'avoir des projets de plus grande envergure, de pouvoir vraiment développer l'interprofessionnalité dans la formation sur le territoire, mais également de pouvoir envisager des projets de recherche plus ambitieux. La maison de santé d'Amboise fait figure de modèle dans le département d'Indre-et-Loire. Un exemple que l'Agence régionale de santé espère pouvoir étendre d'ici les prochaines années sur l'ensemble du territoire. La maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Cœur d'Amboise est la première maison de santé universitaire à disposer de cette reconnaissance universitaire. Et je crois qu'avec l'ensemble des partenaires, nous serons très attentifs à ce que des projets puissent se développer dans notre département d'Indre-et-Loire pour valoriser la préparation, la formation des professionnels de santé. La région centre reste le territoire avec la plus faible densité de médecins en France. En 2024, près de 25% des habitants ne disposaient pas de médecins traitants. À moins de 100 jours du premier tour des municipales de 2026, on commence à connaître la plupart des candidats. À Blois, ils seront sans doute 5 à vouloir s'emparer de l'écharpe tricolore dès le premier tour. Vous le voyez, il ne manque plus que le nom du ou de la candidate RN. Sur les rangs pour défendre les questions environnementales, Nicolas Orgelet, il est notre invité du jour. Nicolas Orgelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal à la ville de Blois et vice-président à Aglopolis. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette candidature d'abord ?
C'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, si on souhaite redonner goût en la politique, il faut savoir se réinventer, se renouveler. Aujourd'hui, pour la première fois, Marguerite se présente pour un 4e mandat. Ça nous semblait nécessaire de faire avec les habitants, au-delà des logiques de parti, ce qu'on appelle une liste citoyenne. C'est un mouvement de fond en France. Il y a plus de 400 listes citoyennes pour réirriguer la gauche. Le renouveau des visages, le renouveau des manières de gouverner, le renouveau aussi des idées. Ça me semble indispensable de réirriguer la gauche si on veut qu'elle reste victorieuse à bas. 4 mandats pour Marc Gricourt, vous trouvez que c'est trop ? Autrement dit, je pense que mon sujet, ce n'est pas Marc Gricourt, c'est plutôt les sujets qu'on veut défendre. Mais pour notre part, en tout cas, on a mis en place une charte d'exemplarité de toutes les personnes qui veulent être élues et qui sont sur notre liste et qui s'engagent sur la base d'une charte inspirée d'Anticor à pas plus de 2 mandats dans un exécutif et 1 dans l'opposition, des engagements en fait de reversement, des engagements de travail actif dans la liste, et puis on n'avait aucune place réservée pour les partis. C'était vraiment une élection selon un vote préférentiel des gens qui pendant 1 an, il ne s'est pas passé pendant 1 an, 1 semaine sans que des gens de ce collectif aient travaillé sur le programme, et finalement c'est les gens qui savent faire de l'union, qui travaillent, qui ont été mais là félicités. vous faites partie d'un parti, vous faites partie d'Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Oui, oui. Et parce que vous dites c'est au-delà des partis. Oui. Pourtant, on vous met une étiquette. Vous êtes bien d'accord sur ça? Oui, en fait, c'est intéressant comme question parce que souvent, les gens disent « Ah oui, on est tous des listes citoyennes parce qu'on a des citoyens dans notre parti. » Et en fait, la différence, c'est pas ça, c'est pas un rejet des partis, c'est de dire tous les engagements comptent autant. Et on n'a pas de place réservée pour un parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écologistes avaient signé aussi un accord en disant on est en soutien, mais on n'imposera pas de candidat. Et demain, si la tête de liste avait été quelqu'un non encarté, si les 10 premiers avaient été non écologistes, ça ne posait pas de problème. On s'était engagé. En fait, c'est un peu un changement de rôle des partis. Ils sont là pour permettre une dynamique citoyenne et non pas pour s'imposer du haut leurs idées et leur manière de faire. Aujourd'hui, vous siégez au sein du conseil municipal de la ville de Blois. Oui. Vous siégez dans la majorité. Tout à fait. Pourtant, vous allez vous positionner en opposition à Marc Gricourt. Est-ce que vous allez continuer à siéger au sein de ce conseil municipal ou ça ne vous pose pas de problème, cette schizophrénie ? Non, moi je pense que, donc, je vous l'avais dit, je suis vice-président en charge de la transition écologique et énergétique à Aglopolis. À Aglopolis et président du groupe écologiste. Et en fait, ça m'a apporté une expérience et la capacité de voir ce qui fonctionne. On a porté beaucoup de projets. Grâce à ça, par exemple, on a gagné Capitale de la biodiversité dans mon mandat, on a gagné un prix dans l'ADEME, tout ça dans le mois, donc j'ai un bon bilan. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre d'aller plus loin. C'est pas pareil d'être dans une majorité et de l'influencer et d'avoir demain les manettes pour faire différemment. Donc oui, j'assume et je pense même que cette expérience me rend crédible. Donc vous allez rester au sein de la majorité jusqu'à la fin du mandat? En tout cas, moi j'ai été élu pour faire mon mandat jusqu'au bout. Ouais. Donc je fais mon mandat jusqu'au bout, je défends mes idées. Après, si demain le maire décide de me retirer mes délégations, je suis aussi à l'aise avec ça. Voilà. Mais en tout cas, on m'a élu pour 6 ans, donc je travaille pour 6 ans et en même temps, je veux pas être langue de bois, je veux défendre mes valeurs jusqu'au bout et ne pas me retirer. Et en quoi, j'allais dire, vos valeurs aujourd'hui, elles sont différentes de celles de la majorité? Vous parliez de la communauté de communes. Vous avez rarement pas voté les délibérations de votre majorité. Je crois 2 abstentions, une non-participation au vote. Donc vous allez dans le sens de cette majorité qu'aujourd'hui vous ne souhaitez plus suivre. Qu'est-ce qui vous différencie, j'allais dire, de cette majorité de gauche? En fait, moi j'ai toujours été pour l'union. Ouais. Mais je suis pour une union exigeante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être la caution verte et citoyenne, vous voyez. Moi, l'union, je pense qu'elle se construit sur un respect et une vraie place et une vraie capacité d'influencer. Vous l'avez pas senti, cette place? Et du coup, aujourd'hui, je pense que si on veut pouvoir porter nos idées jusqu'au bout, il faut savoir assumer un projet politique, permettre ce renouvellement. Et si aujourd'hui on n'était que des cautions, on ne servirait pas à grand-chose. Moi j'ai envie qu'on aille au bout, que tous les citoyens qui ont travaillé pendant 1 an, ils puissent porter ensemble collectivement leurs valeurs. Et dans tous les cas, il y aura une liste de gauche au second tour. Et qu'on se retrouve proportionnellement au vote, c'est aussi faire vivre la démocratie plutôt que... Donc vous pourrez vous retrouver en accord avec cette liste de gauche. Si une liste en tout cas s'en sort plus au second tour, vous vous rallierez derrière elle? Ou l'inverse.
Ou Bien l'inverse, sûr. j'ai envie de dire, parce que rien ne dit qu'on ne sera pas victorieux demain. Si je prends l'exemple de Poitiers, c'était une liste citoyenne face à un maire sortant en Parti socialiste. À la fin, c'est la liste citoyenne qui l'a emporté contre les pronostics. Donc j'ai envie de dire, moi je défends, j'ai envie de dire, notre collectif défend ses idées jusqu'au bout. Et puis on fait vivre la démocratie, on fait vivre le débat des idées. Vous reviendrez pour nous parler de ces grands projets, puisqu'on vous recevra prochainement dans une émission pour en reparler. Merci. Merci en à tout cas, vous de Nicolas m'avoir Argelé. accueilli. Merci Nicolas Argelé d'avoir été notre invité ce soir dans ce journal. En bref, Hélène, cette bonne nouvelle pour l'édition 2025 du Téléthon. Au terme des 30 heures de marathon médiatique, l'association qui lutte contre les maladies dégénératives vient d'annoncer qu'elle avait reçu un peu plus de 83 millions de promesses de dons. En Indre-et-Loire, les promesses de dons sont également en hausse de 13 000 € avec un peu plus de 243 000 € récoltés ce samedi à minuit. À cela viendra s'ajouter le résultat de toutes les animations qui se sont déroulées dans le département. Le 36-37, je vous le rappelle, reste ouvert jusqu'au vendredi 12 décembre et les dons par Internet sont toujours possibles. Sa spécialité, Hélène, ce sont les papiers peints haut de gamme et imprimés à la planche, et on en parle ce soir. Direction l'avenue Maginot à Tours, c'est pas très loin, à la découverte de l'atelier Dauphard, une entreprise fondée en 1999. Ce week-end, le lieu ouvrait ses portes au public, l'occasion de s'intéresser à un matériau écologique et méconnu, le carton-pierre. Plus d'explications dans ce reportage de Romain Delville. Quand le fondateur des ateliers Dauphard, François-Xavier Richard, a compris le potentiel du carton-pierre, il a jeté son dévolu sur cette matière presque magique. Quand j'ai lu une des propriétés du carton-pierre, qui était de rester cohérente dans l'eau, mais de s'assouplir comme un cuir, pour ensuite, une fois appliqué sur un support, redurcir comme la pierre au séchage, je me suis dit, c'est presque une pierre philosophale ce truc, donc allons-y, on va essayer de trouver ça. Donc j'ai mis 1 an et demi à peu près à trouver la bonne recette, le bon équilibre, etc. pour obtenir ça. La base du carton-pierre, c'est le papier. Et ça tombe bien parce que du papier, il y en a plein dans les ateliers Dauphard, spécialistes et connus dans le monde entier pour ses papiers peints d'art. Matériau solide et léger, il serait apparu au début du 19e siècle, mais vite tombé dans l'oubli. Aux ateliers de l'avenue Maginot, l'idée d'en concevoir a commencé il y a une petite dizaine d'années. On a broyé ce papier, on l'a mélangé à des choses qu'on avait déjà en atelier, donc du blanc de meudon, de la colle de peau de lapin et de l'huile de lin. Et on a réussi à trouver ce matériau qui existait déjà avant, mais qu'on a remis au goût du jour avec nos problématiques qui sont répondre à des demandes de motifs, répondre à des demandes de délai aussi, parce si on doit faire une production, il faut attendre un temps de séchage parce que c'est un matériau qui fige sans cuisson. Humide, le carton-pierre est malléable et peut être travaillé, tourné, pétrifié, sculpté. Et une fois séché, il devient élément de décoration ou encore tableau d'ornement. Les matrices de gaufrage, en gros, on a un négatif et dedans, on va presser la matière pour qu'il y ait le positif qui apparaisse. Mais c'est des matrices qu'on avait déjà en atelier, qu'on a réutilisées, qui étaient pour la partie papier peint gaufré et qu'on a utilisé, décliné pour le carton-pierre. Matière recyclée par excellence, le carton-pierre offre en outre la possibilité de recycler d'autres matières que l'on peut incorporer, comme des chutes de liège, de cuir, des cendres ou encore du marc de café. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invitée Mégane Faria, job coach au sein de Un Chez Soi d'abord 37 pour répondre à cette question comment retrouver le chemin de l'emploi quand on a vécu à la rue. Bonsoir Mégane et bienvenue sur notre plateau. Alors pour évoquer cette question, il y a plusieurs structures déjà qu'il faut expliquer à nos amis téléspectateurs. Tout d'abord, Un Chez Soi d'abord 37, quelle est cette structure en quelques mots? C'est une structure qui permet à des personnes qui sont sans domicile fixe et qui présentent des troubles psychiques d'accéder à un logement et puis après d'être accompagnés sur la réinsertion. Et puis de l'autre côté, il y a entraide et solidarité aussi, ça c'est important de bien comprendre les deux. Entraide et solidarité, ils agissent plutôt sur la précarité et relogent des personnes en précarité ou en grande précarité. Il y a un dispositif qui est un peu né de ces deux structures, dispositif dynamique travail. Oui, dont je fais partie. Donc c'est tout simplement pour répondre à un besoin qui a été soulevé, puisque ces personnes accompagnées, une fois qu'elles ont retrouvé un logement, eh bien, elles ont souhaité retrouver du travail, tout simplement. Et c'est ce que vous faites à travers ce dispositif? C'était la volonté en le créant? Oui, tout à fait. C'est vraiment parti de ce constat-là où effectivement il y a eu un besoin qui s'est fait sentir, qui a été demandé. Il y a très peu de personnes qui sont accompagnées par ces deux associations qui ont un travail effectif et il y a vraiment un besoin puisque des personnes n'ont pas travaillé depuis 5 à 10 ans parfois.
Une expérimentation qui a débuté en janvier 2025 et qui va être réitérée au mois de janvier, donc ça fonctionne. Ça fonctionne et puis surtout on a le soutien de la DETS, de l'ARS et du conseil départemental, ce qui nous permet de repartir pour 1 an. Alors vous êtes job coach, comme je l'ai dit. Comment justement s'organise, comment vous faites ce suivi pour ce dispositif? Alors c'est un suivi qui fait partie donc d'une méthode qui est un suivi intensif. Donc on voit les personnes une fois par semaine. On les rencontre d'abord en premier lieu pour définir leur projet, puisqu'on accompagne les gens sur vraiment leurs besoins et leurs envies surtout. On valorise leurs compétences et on va vraiment pouvoir les suivre dans leur environnement, puisqu'on va les voir chez eux ou dans leur environnement quotidien pour comprendre leurs besoins. Et les accompagner du coup jusqu'à un nouveau travail? Oui, jusqu'à un nouveau travail. On les accompagne avant, on les accompagne pendant le recrutement et même après, puisqu'on peut soutenir le maintien en emploi aux besoins avec les employeurs. Il y a des exemples concrets aujourd'hui en 2025, une accompagnée 80 postes d'employés de ménage, un futur médiateur, il y a vraiment des possibilités. Oui, tout à fait. Le médiateur en santé père qui développe avec moi son réseau pour intervenir dans la région. Pour finir, on est à la fin de notre entretien, un mot pour les perspectives 2026. Ce qui est important, on va s'adresser aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui nous regardent. Vous avez besoin justement d'entreprises qui participent à ce dispositif? Bien sûr, on cherche toujours des employeurs, évidemment. On a plein de profils différents. On a les métiers de la propreté, de la sécurité, de la santé également ou de l'industrie. Et puis vraiment le but, c'est de permettre à ces personnes qui ont très envie de pouvoir reprendre une activité au sein de l'économie locale. Merci beaucoup Mégane Faria, on renvoie évidemment vers le site 1 chez soi d'abord 37 pour plus d'informations, ceux qui sont concernés, les chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir. Merci infiniment d'être venus sur notre plateau. Dans quelques instants, c'est Romain Delville, Hélène. Avec le journal des sports. Oui, 2 championnes du monde junior de gymnastique qui seront avec nous en plateau. Perla Denecher et Elena Cola qui seront là dans quelques instants avec Romain Delville. Nous on se donne rendez-vous demain. On se voit demain. Avec plaisir, 17h50, Val-de-Loire en direct. Très bonne soirée.